Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. Bon, je vous le dis, à chaque fois que je vous fais des vidéos de recommandations de livres, c'est toujours la même galère pour moi. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'à chaque fois, je vous fais une présélection d'abord des grands classiques, sauf que là, en parlant des romans, je me disais, mais attends Thomas, à quoi ça sert de leur parler de livres qu'ils connaissent déjà? J'ai failli vous prendre Céline, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, du Yourcenar, du Albert Cohen, etc. Mais je me suis dit, mais quel est l'intérêt pour eux de leur parler de classiques qu'ils connaissent déjà? Moi, ce que j'adore faire, c'est vous faire découvrir ce que j'appelle mes pépites, les bijoux. Eh ben, c'est précisément ce qu'on va faire avec en plus dans cette vidéo le fait que je vais vous faire naviguer à travers ces livres, à travers les dizaines d'anecdotes que j'ai sur chacun d'eux, mais je vais le faire à travers mes prises de notes et à travers l'intérieur de ces livres, leur contenu, leurs histoires et leurs narratifs. On attaque par peut-être celui qui, à mon sens, est un des plus spéciaux de cette liste, spécial en ce sens qu'il a cette singularité de parler de vous et cette force, je trouve, fondamentale que quand vous allez naviguer dans ce livre, vous allez avoir cette impression que le livre vous parle directement. C'est fondamental que de lire cet ouvrage et j'insiste surtout pour les jeunes lecteurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que quand on commence à lire notamment des romans, moi c'était un grand défaut quand j'étais en prépa, j'ai eu l'impression que finalement d'une certaine manière, la prépa a aiguisé peut-être un peu trop, même très certainement un peu trop, mon goût pour les livres de connaissances, les livres de non-fiction. Et c'est ce roman qui m'a reconnecté avec la nécessité d'introduire de l'histoire avec un petit H, d'introduire la dimension littéraire et je dirais même parfois philosophique au sein du roman. Ce livre-là, pour vous l'introduire, je trouve que sa meilleure introduction, c'est un autre livre que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est La naissance de la tragédie de Friedrich Nietzsche. Pourquoi est-ce que je vous introduis ce roman un petit peu singulier par Nietzsche? Tout simplement parce que ce roman, quand je vais vous divulguer son identité, vous allez vous rendre compte qu'il y a une tension fondamentale à l'intérieur même de son histoire et de son narratif. Le personnage est constamment tiraillé entre deux pôles que Nietzsche va pouvoir décrire avec d'un côté Dionysos et de l'autre côté Apollon. C'est dans la naissance de la tragédie la dimension fondamentale d'une réflexion sur l'art, sur la culture, sur la tension qu'on va retrouver dans ce roman. Et ce roman va poser cette tension de la manière peut-être la plus forte, à savoir avec le personnage central qui va faire un pacte avec le diable. On va parler du Faust de Goethe. Pourquoi Faust de Goethe? Eh bien tout simplement parce que déjà il faut savoir que Goethe a travaillé 6 décennies, 60 ans sur cet ouvrage. Faust, c'est un tout petit roman, mais qui cristallise un problème philosophique qui vous sera posé maintes et maintes fois dans votre vie de lecteur et dans votre vie d'apprenant, à savoir à quel point est-ce que vous iriez pour la connaissance. Et ça, c'est absolument fondamental. Et plus vous le découvrez tôt, plus vous arriverez à avoir une profondeur dans vos lectures ultérieures. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement, la structure du roman est fondamentalement unique. Quand vous allez la découvrir, vous allez à la fois vous dire, mais c'est intéressant, il y a certains moments, c'est de la poésie épique, à certains moments, c'est un mythe, c'est presque un mythe à l'image de ce que vous pourriez avoir avec le mythe de Sisyphe chez Camus. Et fondamentalement, c'est du roman, et pourtant, comme une sorte de sédimentation, peut-être le plus bas point de l'iceberg de cet ouvrage fondamental, c'est qu'il est profondément philosophique. Faust vous pose la question en tant que lecteur, pendant que vous découvrez sa propre histoire, de l'importance et de la valeur que vous apportez à la connaissance. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle il n'y a pas de plus belle, à mon sens, introspection à la lecture qu'à travers le Faust de Goethe. Pourquoi? Parce que il pose la question de l'intérêt de la connaissance absolue, il la pose de manière, j'ai envie de dire, fondamentalement philosophique avec la dimension de dualité âme-corps, puisque ce que va faire Faust, mais c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est un pacte avec le diable, un pacte où il est prêt à céder son âme pour avoir la connaissance absolue. C'est une tension qui
qui va sous-tendre ultérieurement la propension que vous aurez dans vos lectures à vouloir chercher le savoir, à vouloir perdre du temps sur des dizaines de pages. Moi, je me souviens par la suite, lorsque je lisais des grandes histoires, des grands ouvrages de connaissances, c'était que je me disais, mais c'est ça, d'une certaine manière, ce que fait Faust, c'est pourquoi je suis en train de passer ces heures, ces soirées à éplucher des chapitres obscurs sur des choses que je n'arrive pas à comprendre, à assimiler, à apprendre, et je le fais parce que je suis prêt à aller jusque-là pour la connaissance. La lecture du Faust du Goethe va vous apporter ceci, c'est qu'elle va vous apporter le moyen de mettre un curseur sur la valeur que vous apportez à la connaissance, et ce faisant, sur toutes vos prochaines lectures, vous apprendrez fondamentalement à mieux vous connaître vous-même, sur votre capacité à aller chercher de la connaissance et à quel prix vous êtes capable de le payer. C'est vraiment fondamental, et ce mélange de genres littéraires, c'est quelque chose qu'on retrouve peu ailleurs. Et le Faust de Goethe, n'étant pas un classique particulièrement connu, il vous apportera dans votre bibliothèque une richesse et une capacité de compréhension de vos prochaines lectures qui est absolument abyssale. Mais si je vous disais maintenant que le bijou dont on va parler après le Faust de Goethe, c'est un bijou qui fondamentalement m'a choqué dans sa capacité à être interdisciplinaire. Qu'est-ce que je dis quand c'est interdisciplinaire? C'est peut-être que vous avez déjà rencontré ce genre de livre où vous vous dites, ok, on m'a vendu ça comme étant un roman, mais j'ai l'impression en lisant que ça peut être à la fois de la poésie, que ça peut être à la fois un puits de savoir comme pourrait l'être un grand livre de connaissances. J'ai l'impression que c'est aussi une autobiographie, parfois une biographie, bref, que c'est une multiplicité de genres condensés en un seul livre. Et bien, ce qui se passe avec le livre dont je vais vous parler, qui est à mon avis un des livres qui m'a le plus touché, puisque c'est le premier livre qui est recommandé dans la bibliographie pour préparer les concours de l'ENA à l'époque où je voulais les passer. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, allez télécharger la liste des 100 incontournables, c'est quand même le fondement, et en plus c'est gratuit, je vous le partage en commentaire pour construire une belle bibliothèque. Eh bien, cet ouvrage, il a été écrit par, à mon sens, un des plus grands historiens du XXe siècle. Et la beauté, c'est que ce n'est pas juste un historien qui l'a écrit chez lui, j'ai envie de dire ex post, c'est-à-dire par la suite, après l'événement. Il l'a écrit en vivant l'événement. C'est, en plus de ça, en plus d'être un historien qui écrit l'histoire, c'est un historien qui a été soldat au moment où il a écrit ce livre. On parle à ce moment-là de la personne qui peut le plus incarner la notion de témoin de l'histoire. Et cet ouvrage vous fait ressentir ça à chaque passage. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait ressentir? Parce que ce qu'il va narrer, c'est une histoire de la France, un passage de l'histoire de France profondément honteux, alors que nous avons été, d'une certaine manière, victorieux. Si vous vous demandez pourquoi c'est recommandé comme étant dans les premiers livres à lire pour la préparation des concours externes, eh ben, j'en ai eu ma réponse dès que je l'ai fermé. C'est un livre relativement court, et l'historien qui va parler de ce livre, l'historien qui va rédiger ce livre, c'est Marc Bloch, un des grands pontes de l'école des annales en histoire. Et ce qu'il fait, c'est un témoignage au travers d'un roman. En ce sens, c'est assez particulier, ça pourrait être rapproché, à mon sens, d'Eichmann à Jérusalem, d'Hannah Arendt. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que là où ce qu'a fait Arendt, c'est la proximité du témoin en tant que philosophe, ce que va faire Marc Bloch, c'est la proximité du témoin en tant qu'historien. Historien et fondamentalement soldat au moment où il a vécu ce qui est appelé l'occupation nazie, et plus encore la défaite de la France face au nazisme. Ça, c'est assez éclairant, en ce sens que peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire de je sais plus comment s'appelle l'ouvrage de Paxton, bref, je vous le mets juste ici, mais c'est un ouvrage qui va blâmer la France et va vous faire découvrir l'histoire sur un pan qui est trop souvent minimisé, voire mis sous silence. Et
Vous savez, quand vous avez l'impression de connaître quelque chose, connaître la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez vu en cours, vous l'avez vu plusieurs fois à travers plusieurs lectures, on connaît des grands ouvrages qui racontent les plus grandes atrocités de cette guerre, on pense à Primo Levi, etc. Mais parfois, certains ouvrages ont l'audace et ont la beauté de pouvoir raconter ce qui a été mis sous silence par les acteurs même de l'histoire à ce moment-là. Eh bien, c'est ce qu'a fait Marc Bloch, et c'est ce qu'a fait Marc Bloch dans ce qu'on va appeler, à mon avis, un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, à savoir L'étrange défaite. L'étrange défaite, c'est Marc Bloch qui, en tant qu'historien, en tant que soldat, en tant que profondément français, accuse directement à la fois l'incompétence des élites françaises au moment de la Seconde Guerre mondiale, et il les rend responsables de l'effondrement. On a des scènes que vous sentez dans votre propre chair d'un soldat qui est emmené au front et qui se rend compte par chaque vision qu'il a dans le train, quand il voit les adieux de ses amis et de ses voisins, de moments où il y a comme une imposture, comme une carence, comme un vide, comme une non-préparation, une manque de préparation crasse de la part des élites, de la part des élites politiques et militaires. Et quand c'est narré par un historien aussi grand que Marc Bloch, c'est fondamental et bouleversant. C'est une critique qui est fondamentalement incisive et qui apprendra à ceux d'entre vous qui aiment l'histoire à apprendre à la lire et à la voir de sa multiplicité de points de vue. Et je pense que, en ce sens, ce sera toujours une richesse pour vous et ce sera toujours, à mon sens, un roman qui marquera une grande bibliothèque et qui marquera, quelle que soit votre appétence pour la Seconde Guerre mondiale, un avant et un après dans vos lectures ces derniers temps. C'est fondamental. Allez lire L'étrange défaite de Marc Bloch dès maintenant. Et c'est assez bizarre de faire cette transition, mais encore une fois, il y a un fil directeur bizarrement dans cette suite de recommandations, puisque le livre que je vais aborder maintenant, ce bijou-là, cette pépite, elle m'a aussi bouleversé en ce sens qu'elle parle d'autrui. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens aujourd'hui, la plupart des lectures, en tout cas, ce qui peut sortir et les différentes tendances de développement personnel ont tendance à un certain solipsisme, à un certain repli sur soi ou l'intérêt individuel, etc. Ce que va faire ce roman, à l'inverse, c'est de vous faire apprendre à cultiver votre regard vers l'autre. Et en ce sens, vous allez voir la proximité entre L'étrange défaite et ce bijou, qui, en plus, paradoxalement, est une réécriture d'un très très grand roman. Ce très très grand roman de base, c'est un roman qui tout simplement parle de Robinson Crusoe, de défaut. Et on parle quand même d'un énorme classique, hein. Franchement, défaut, voilà, c'est aussi un pilier, etc. à avoir. Et l'histoire de Robinson Crusoe, vous la connaissez nécessairement. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'en avoir un regard radicalement différent. Pourquoi est-ce que je vous dis radicalement différent? Eh bien, tout simplement parce que l'œuvre à laquelle on s'attelle, c'est une œuvre qui s'est proposée de réécrire un classique, qui est déjà un pari excessivement osé, mais qui, en plus, décide d'en inverser et d'en changer fondamentalement la dynamique. Alors, déjà, peut-être certains d'entre vous ont commencé à déceler qui ça pouvait être, mais là, l'ouvrage qu'on va faire, c'est une perspective fondamentalement décoloniale. Alors, évidemment, les tons sont tendus, et cet auteur, Michel Tournier, va renverser, sans qu'on s'en rende vraiment compte en tant que lecteur, puisque quand on commence à lire ce roman, on se dit, ok, c'est l'histoire de Robinson Crusoe et je vois pas ce qui change. Mais bizarrement, et déjà vous le sentez parce que le titre de ce livre, c'est Vendredi ou les limbes du Pacifique, ce qui est intéressant, c'est que on parle bien de deux personnages. Robinson Crusoe est le plus connu, a priori, et d'un autre côté, Vendredi. Mais bizarrement, quand on commence cet ouvrage, quand on commence ce roman, on avance dans les pages, on avance dans les chapitres, et on se rend compte que, certes, on est à la première personne en train de vivre à la place de Robinson Crusoe, mais on n'est pas le protagoniste, on n'est pas le personnage central. Le personnage central, très bizarrement, et d'une manière un petit peu, pas phénoménologique, mais d'une certaine manière,
vous n'allez pas incarner le rôle central, bien que paradoxalement, on parle à la première personne du singulier. Non, le cœur de l'ouvrage, c'est Vendredi. Vendredi, c'est ce personnage, cet autochtone, qui bah, est un colonisé, Robinson étant le colonisateur, mais vous êtes mis dans la peau du colonisateur. Et là, je fais un salut, une bouteille à la mer pour une prochaine vidéo certainement. Ce sera même peut-être l'occasion de faire une vidéo entière sur un seul livre, mais je pense à ce bijou dont il faut que je vous parle un jour, d'évidemment d'un des auteurs que j'aime peut-être le plus au monde. On parle de Frantz Fanon, et l'ouvrage dont je vous parlerai un jour, dont je vous incite, si vous le pouvez, à l'acheter maintenant, achetez-le en double, en triple, c'est imbattable, c'est strictement et fondamentalement imbattable, et vous allez voir à quel point ça éclaire l'ouvrage de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Cet ouvrage, c'est Peau noire, masque blanc. J'espère que certains d'entre vous sont en train de clamer votre joie derrière cette vidéo, parce que enfin, on parle quand même d'un livre qui va bouleverser votre vie. Enfin bref, allez-y, allez-y, en fait, on en reparlera de toute manière. Mais pour revenir à Vendredi ou les limbes du Pacifique, eh ben, c'est très intéressant en tant que lecteur et surtout en tant que jeune lecteur de voir que autrui peut être un tropisme, peut être un épicentre beaucoup plus intéressant que soi-même, et que il est fondamentalement intéressé de se regarder soi-même à travers la manière dont on regarde autrui. C'est ce qu'on fait dans Robinson Crusoe, c'est ce qu'on fait pardon dans les Vendredis ou les Limbes du Pacifique, qu'on ne fait pas dans Robinson Crusoe, ou beaucoup moins, ou avec beaucoup moins de génie que ce qu'a pu faire Michel Tournier. Et c'est là la grande beauté, l'espèce de démonstration de la vision, comment est-ce qu'on peut dire, eurocentrée, européano-centrée, je ne sais pas trop comment dire, mais qui remet en question la logique civilisationnelle occidentale, et qui va permettre de voir toute la richesse euh, dans le personnage de Vendredi, et toute la beauté de l'autrui avec un grand A. Et je veux enchaîner, décidément, je pense qu'il y a il y a un certain fil rouge dans ce dont je vous parle. Malheureusement, je suis un peu déçu, mais j'ai pas retrouvé l'ouvrage, sinon je vous l'aurais montré avec grand plaisir. Mais encore une fois, cette fois-ci, en fait, j'ai envie de vous dire, cet ouvrage, il est marquant. Il est marquant parce que trop souvent, la plupart des gens le prennent pour un imposteur, pour une imposture, pardon. C'est très très intéressant de voir que le bijou dont je vais vous parler maintenant, déjà c'est un bijou qui est inspiré de faits réels. Très peu de gens le savent, mais l'ouvrage de génie qu'on va aborder maintenant, c'est une histoire vraie de base. Et on a tendance à l'oublier parce que justement la logique fondamentale du roman, c'est d'en faire un personnage qui pourtant est réel, on va en faire une figure fondamentalement mythique. Et ça, c'est très intéressant parce que en plus, et ça peut-être ça éclaire aussi cela, c'est que de base le livre quand il est sorti, c'était un échec commercial total. C'est-à-dire que ce qui est devenu un des plus grands bijoux, un des plus grands livres pour enfants, je pose un clin d'œil, et à mon sens, un des plus grands romans du XXe, euh, et en fait était de base considéré comme étant une grosse daube, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme de se dire ça. Et de se dire que bah, maintenant, on a le fruit du recul, on a le fruit de l'expérience, et on peut donc apprécier à sa juste valeur ce colosse. Euh, et ce qui est énorme, c'est que c'est un livre qui, bah, comme je vous l'ai dit, ayant été considéré pendant très longtemps comme un livre pour enfants, en fait, c'est un livre fondamentalement sédimenté dans sa complexité. Et ça, c'est ce qui en fait, à mon sens, un des plus grands classiques, c'est que c'est un livre qui peut être lu par, je sais pas moi, Antoine Compagnon au Collège de France, un des grands pontes de la littérature et de la connaissance sur la littérature et du travail sur la littérature, comme un enfant de, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans, et sur toute cette échelle, on va avoir des gens différents qui vont pouvoir venir et interpénétrer cet ouvrage et en trouver une richesse fondamentale. Ce livre-là, mesdames et messieurs, c'est tout simplement le Moby Dick d'Herman Melville. C'est cette obsession qu'on va suivre et qu'on va vivre au premier plan, comme si vous étiez dans Ushuaïa, mais version sous crack, où vous allez poursuivre une baleine mythique, colossale, à la fois terrifiante mais à la fois divine, avec à vos côtés
un capitaine Achab qui est dans une lutte à l'échelle de sa vie, quoi, une lutte à mort, une lutte de combattant qui va vous transporter dans vos émotions. Vous allez sentir les éclaboussures de l'écume quand le bateau va traverser la mer. Vous allez sentir les coups de harpon dans Moby Dick, des coups de harpon qui vont vous faire mal, mais qui à la fois bizarrement vont vous être assénés comme si bah, vous étiez avec le capitaine Achab ou contre lui. Enfin, c'est une expérience quasi sensitive et charnelle que vous allez vivre en lisant le Moby Dick. Et 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 il y aura toujours une symbolique complexe à en avoir derrière. Je place ceci parce que cette logique de symbolique, typiquement, pour vous donner un exemple, c'est avec un deuxième livre qui, là, est plus dans mon domaine, à savoir la philosophie, avec le Léviathan de Thomas Hobbes. Eh bien, bizarrement, il y a comme beaucoup d'échos entre cette figure du Léviathan avec le monopole de la violence légitime pour l'État, etc., en philosophie politique, et d'un autre côté, un Moby Dick bah, avec cette figure aussi divine. Heu, c'est vraiment génial et j'ai trouvé beaucoup d'échos, notamment dans la 4e de cou enfin pas dans la 4e, enfin si, dans la photographie qui en fait s'appelle un bon, j'ai oublié le nom, mais dans la peinture en fait classique associée, au Léviathan de Thomas Hobbes qui a été faite par, François Doss. Là vraiment je m'aventure en terre inconnue. Mais et vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent, cette peinture où on voit, bah, la figure du Léviathan, de cet homme avec, qui est composé lui-même d'une multitude d'individus qui représentent l'État et cetera, mais qui est en fait surpuissant à l'échelle de l'État aujourd'hui. Vous allez trouver des échos de toute votre vie, des symboles toute votre vie auxquels Moby Dick va vous faire penser. Juste foncez, c'est une expérience. Vous allez, acheter ce livre, vous allez partir en croisière, mais en croisière, vraiment, ça va, ça va swinguer, quoi. Et foncer, quoi. C'est Melville, c'est génial, c'est une immersion dans Nantucket, c'est une immersion et aussi une compréhension d'un des secteurs qui étaient les plus développés à une époque dans l'économie mondiale. C'est un livre total, mais parfois et trop souvent, à mon sens, minimisé. Foncez, vous allez vous faire un cadeau et vous allez vous faire un plaisir colossal. Donc foncez, vraiment. Maintenant, bah, en fait, je suis obligé de vous l'avouer, c'est un petit peu avec émotion que je vais aborder ce livre, qui va détonner des précédents, mais qui, moi, m'a particulièrement touché, surtout étant jeune. Ce livre, il va avoir, à mon sens, il va trouver sa beauté déjà dans la manière dont il va vous faire prendre la valeur fondamentale du temps. Et c'est assez bizarre de se rendre compte de cette valeur quand on est jeune, et surtout de cette manière avec ce roman, et surtout sous la plume de ce génie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que l'ouvrage qu'on va aborder maintenant, mesdames et messieurs, c'est un ouvrage qui va un petit peu proposer une opposition, à mon sens, enfin en tout cas c'était une de mes lectures, à la théorie nietzschéenne de l'éternel retour, en explorant, et là je vais vous faire un petit clin d'œil en termes de mots, en explorant la légèreté et la gravité des choix humains. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh ben parce que déjà la structure du livre est extrêmement singulière et bizarre, mais extrêmement kiffante. On va être très d'accord. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que déjà l'auteur a choisi d'alterner à la fois entre un roman, une trame, une chronologie, et de manière très régulière, des sauts et des chapitres relativement courts, extrêmement lisibles, hein, mais de pérégrination philosophique, où un peu l'auteur va se laisser aller avec toujours une plume magnifique, hein, vous allez kiffer, c'est genre, c'est un bonheur de lire ça. Mais j'ai toujours trouvé ça énorme de faire ça. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme si l'auteur se disait: «Oui, oui, OK, j'ai mon roman, j'ai mon histoire, suivez-la et cetera. Mais laissez-moi de temps en temps faire une petite ellipse, un petit aparté et je vais vous raconter à côté des choses philosophiquement qui peut-être vont vous éclairer pendant cette lecture». Et vous allez commencer à comprendre la logique de bah, encore une fois, d'interdisciplinarité, mais surtout de dialogue interne au récit. Et ça, quand je l'ai découvert en prépa, c'était vraiment top puisque ça permet de donner un éclairage un petit peu second à vos lectures. Et ça, c'est fondamental et c'est ce que je préconise parfois dans certains de mes cours. Mais à l'image un petit peu des dialogues platoniciens, ce qu'on va avoir là,
surtout dans un contexte politique extrêmement dur, hein. On va pas Pardon, on va parler d'un roman qui, pendant une grande partie, va se passer à Prague, pendant le printemps de Prague, dans les années 70, 68, quoi, du coup. Et il va y avoir une exploration et quelque chose qui va vous plonger, pour certains d'entre vous, et je pense pour la majorité d'entre vous, dans votre jeunesse, dans ces passions extrêmement fortes qu'on ressent étant jeune, puisque ce sont les premières, et donc elles ne souffrent pas de la poussière du temps qui parfois s'accumule, elles sont extrêmement vivaces, et, et c'est un livre de Milan Kundera qui va parler d'amour, qui va parler de liberté, et qui va parler surtout de la légèreté de l'existence. Là, je pense que je vous ai donné à peu près le titre, et qui va surtout alterner entre la gravité et la légèreté de la vie, comment elle peut être fluette et comment parfois, d'un seul coup, elle peut prendre toute sa lourdeur. Et je trouve que c'est un guide qui permet de grandir. Moi, en tant que jeune homme, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé, éclairé et fait réfléchir sur certains pans de la vie. Et ça suscite chez le lecteur bah, l'importance de la liberté dans un monde tragique. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une actualité fondamentale à cet ouvrage, puisque naturellement, l'actualité nous dépasse tous, je pense, un petit peu de chez nous. Mais pourtant, en tant que lecteur, on trouve tous les soirs, ou une fois par semaine, ou de temps en temps, quand vous le pouvez, un espèce de refuge, de confiance, une espèce de relation avec un ami que vous allez avoir pendant une dizaine d'heures avec un auteur et pouvoir vous sentir en confiance, comme dans un dialogue avec un bon ami, avec de la sincérité, etc., eh bien, c'est ça que vous allez retrouver dans cet ouvrage, L'insoutenable légèreté de l'être, déjà le titre, et enfin, je veux dire, c'est un bijou, quoi. C'est que c'est limite, voilà, c'est un amuse-bouche, le truc. C'est gigantesque d'écrire ça comme titre. Et sous la plume de Kundera, bon, il y a pas, il y a pas plus beau, à mon avis, comme logique de témoin. On en parlait déjà tout à l'heure avec du Primo Levi, avec du Marc Bloch, évidemment. Mais là, l'insoutenable légèreté de l'être, c'est voilà, moi ça m'a toujours extrêmement touché. Je pense que ça se sent dans ma voix quand j'en parle. Et cette structure non linéaire qui alterne entre des romans et des petites réflexions philosophiques, c'est absolument génial et c'est introduire la lecture de la bonne manière chez de jeunes lecteurs. S'il y a des parents parmi vous, je sais qu'il y en a plein, j'en parle avec plein dans les commentaires, mais euh, proposer voilà Risible Amour, l'insoutenable légèreté de l'être à vos enfants quand ils sont adolescents ou au lycée, c'est toujours des lectures éclairantes et faciles à lire, quoi. Bon, mais maintenant qu'on a dit ça, j'ai envie de vous dire, alors attendez que j'aille le chercher, le colosse, j'ai envie de vous dire, on n'a pas tout dit. Pourquoi? Eh bien parce que l'ouvrage qu'on va attaquer maintenant, en fait, je me fais un plaisir de vous en parler parce que d'une certaine manière, je rentre en contradiction totale avec ce que je vous disais tout à l'heure en introduction sur le fait que, bah, voilà, je ne vais pas vous parler de classiques que vous connaissez certainement déjà. En fait, je suis un être rempli de contradictions, donc on va quand même le faire parce que, bah, en fait, j'avance dans cette vidéo, mais je me dis, je peux pas ne pas parler de ça, tout simplement parce que c'est un classique, tellement classique, ça se place à côté de à la recherche du temps perdu de Proust, je vais vous dire, mais c'est un ouvrage tellement classique qu'on en oublie que c'est un classique. C'est-à-dire qu'on on a posé un petit peu cette logique de «Ah, ça, faut l'avoir lu», mais du coup, quand on le lit souvent par obligation, par notion de culture et pour être un petit, manipulateur de symboles comme je le suis, comme pourrait le décrire pas Deleuze, Bourdieu, pardon. Mais mais putain, franchement, faut le lire. Franchement, faut le lire parce que c'est absolument génial. On parle d'un livre déjà écrit par un de mes écrivains préférés, si ce n'est peut-être mon écrivain préféré. Et pour citer l'auteur, il a été écrit pour être lu par tout le monde. Et on aurait pu mettre une majuscule à monde parce que c'est un roman total. Enfin, c'est une encyclopédie. On pourrait mettre dans le Robert Junior, à côté de la définition de roman, on pourrait mettre ce livre, quoi. C'est génial et c'est des personnages qui, dans la culture, notamment française, sont des piliers, tout simplement, sont des références.
Et une grande partie... En fait, je vais vous le dire. Je vais faire un aparté pour vous parler de mon livre préféré, un de mes livres préférés, pour vous dire, je suis tellement allé loin que j'ai demandé qu'on grave mes lunettes. Donc mes lunettes, celles-ci, sont gravées avec le titre de ce livre. Le titre de ce livre, de mon livre préféré, c'est Choses vues de Victor Hugo. Et dans Choses vues de Victor Hugo, c'est... De toute façon, je pense que je vous en ferai une vidéo juste pour ce livre parce que c'est une expérience qui, moi, m'avait transcendé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que quand Hugo écrivait, donc je vous le cache plus, hein, Les Misérables, mais je sais que là, certains d'entre vous vont partir et vont se dire, bon, vas-y, c'est bon, j'ai vu, il recommande de lire Les Misérables, il va passer. Mais non, mais il faut s'arrêter parfois, mesdames et messieurs, à aller plus loin que le titre et ce que l'imaginaire collectif vous a parlé de ce bouquin. Il faut lire et se plonger, j'ai envie de dire, dans le contexte et dans l'histoire des Misérables et de comment est-ce que ça s'est intégré dans la vie d'Hugo. En lecture parallèle, l'abonné avec qui je parle, je sais plus si c'est Ludivine ou Ludmilla, enfin je vais me tromper, je suis désolé, mais je recommande encore une lecture parallèle. Et là, on va parler bah, de lire Choses vues en même temps que Les Misérables, c'est deux pavés. Mais Les Misérables, mesdames et messieurs, ça a quand même été écrit en grande partie alors qu'Hugo était banni de France. On parle de Victor Hugo, hein. Banni de France pendant son exil à Guernesey. Et c'est génial, quoi, parce que c'est une épopée, quoi. C'est vraiment l'Iliade, voire l'Odyssée, voire la somme des deux. Mais en France, dans une France révolutionnaire, avec toutes les strates de la société française, la beauté de comprendre et de vivre au plus proche des ouvriers, au plus proche de la pauvreté et de la richesse. Enfin, tellement de scènes vont vous marquer et vont pouvoir être remobilisées dans votre prochaine lecture. Tellement de scènes vont devenir des illustrations pour vous, des plus beaux passages de la littérature française qu'il faut accepter de prendre le temps de lire ce classique, de pas le lire vite, de prendre le temps de s'immerger dans les scènes, de relire, de vous émouvoir de Cosette, de vous émouvoir de la beauté de Jean Valjean, de son combat, de l'empathie que ça va créer pour vous, de la critique des inégalités, des systèmes de pouvoir. Ce sont des thèmes qui sont fondamentalement d'actualité aujourd'hui. Allez relire certains passages, quoi. C'est absolument génial. Il y a des passages de l'histoire comme des batailles de Napoléon. Enfin, je veux dire, Hugo se permet, pendant le récit, de faire un chapitre où il vous dit, écoute, mon loulou, on va se mettre en pause. Là, par contre, il faut que je te raconte ce qui se passe de cette bataille de Napoléon. Je sais plus si c'est Waterloo, ça m'étonnerait pas que ce soit Waterloo. Je crois de mémoire que c'est Waterloo. Mais où il dit, ok, je vais te raconter cette bataille de Napoléon, cette bataille décisive, et je vais te la raconter avec ma plume et c'est génial, c'est absolument génial. Foncez lire Victor Hugo, relisez-le, il faut prendre le temps de lire ça. Et je me permets en fait en parallèle d'attaquer sur un deuxième colosse, à savoir un petit peu pour moi un équivalent de ce qu'on va pouvoir avoir dans la littérature russe. Et c'est pas Dostoïevski. On va parler aussi d'une épopée que j'ai lue en parallèle d'ailleurs de la guerre de Karl, je sais pas s'il s'appelle Karl, mais bref, de Clausewitz, de von Clausewitz, qui est un traité militaire qui aborde un peu les notions de combat. Mais en fait, attends, je réfléchis, je fais un bond superbe parce que la croisée entre les deux livres, ça va être Napoléon et ça va être les batailles napoléoniennes. Alors, je pense que là, certains d'entre vous ont déjà trouvé, mais on va reparler aussi d'un colosse qu'il faut absolument avoir lu parce que c'est génial, parce que vous allez rentrer dans des mondes extrêmement variés, extrêmement profonds, des mondes d'analyse sociale pour ceux qui sont friands un petit peu de jeux de pouvoir, de jeux d'intérêt, de passion entre, entre groupes d'individus dans une certaine classe de la société à un moment très bizarre dans l'histoire. Et bien là, encore une fois, on parle d'un ouvrage qui a pris 5 ans pour être lu, par un des plus grands écrivains, à mon sens, de tous les temps.
On a des recherches historiques qui ont été colossales faites par cet auteur, hein. Faut vraiment l'avoir en tête, c'est que c'est la forme d'une fiction, au sein d'une société extrêmement riche, aristocrate et cetera, extrêmement extrêmement protégée, mais dans un pays qui est en débâcle total, quoique, en fait, ça va bien se passer pour eux. Mais c'est évidemment La guerre et la paix de Tolstoï. Alors, La guerre et la paix, ça parle de quoi? Ça parle de guerre et de paix, pour ceux qui connaissent. Le sketch des inconnus, c'est fallait que je passe par cette vanne, hein, là, faut me la laisser celle-là. Mais d'une manière fondamentale aussi, moi, le truc que j'avais adoré, c'est qu'en fait, bah, déjà tout est dans le titre, hein, la guerre et la paix. Et entre les deux, bah, en fait, il y a tout, il y a l'humanité, il y a la beauté de l'écriture, il y a la beauté des relations humaines. Mais ce qui est énorme, c'est l'évolution philosophique, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu l'évolution de manière générale de la pensée de Tolstoï au fur et à mesure du récit, hein. On parle d'un récit qui est quand même costaud, hein. On fait à peu près, que je vous dise pas de bêtises, 750 et à peu près 750 aussi, voilà. On est sur 1500 pages. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup des personnages sont inspirés de faits réels, mais pourtant, c'est comme si l'auteur acceptait de ne pas avoir un fil rouge narratif, de ne pas vouloir vous montrer ce vers quoi vous devriez penser ou adhérer, ou j'en sais rien. Mais en fait, Tolstoï, dans sa profonde beauté, dans sa profonde honnêteté, accepte de vous montrer qu'il évolue et que sa pensée évolue avec lui et avec vous au fur et à mesure du récit. Et donc ça, bah, c'est quand même extrêmement fascinant et c'est, à mon sens, un des grands romans à l'image des Misérables qui se lit extrêmement vite. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y a des péripéties dans tous les sens. Ça va d'histoire d'amour, d'histoire d'amitié, d'histoire d'honneur, des guerres napoléoniennes à côté. Et fondamentalement, enfin, vous commencez à me connaître, je mets de la philosophie de partout, mais parce qu'il y a de la philosophie de partout. À mon sens, il y a cette réflexion fondamentale à la fois sur la nature humaine en temps de guerre et en temps de paix, mais surtout des explorations, comment dirais-je, à la fois d'histoire et de philosophie, à travers des personnages qui sont tous dans une caste hyper protégée à un moment où tout le pays est dans une merde totale finalement, mais cette beauté de vouloir comprendre les mécanismes des relations humaines fondamentalement dans un temps critique et de voir pourquoi et comment cette période critique permet de conditionner et d'expliquer en retour les relations humaines elles-mêmes. Et donc ça, c'est quand même un prisme qui vous permet d'appliquer des réflexions sociologiques, des réflexions... je regarde là-bas parce que j'ai un livre de... Bon, je le prends comme ça. J'ai un livre d'Erving Goffman, dont je parlais d'ailleurs dans un cours du tremplin avec un de mes élèves. Erving Goffman, c'est un sociologue donc interactionniste et il va vraiment orienter ses travaux sur vous expliquer comment fonctionnent les interactions humaines, mais à un niveau, voilà, comment vous vous tenez, comment vous vous habillez, quels mots est-ce que vous allez utiliser quand vous allez rencontrer telle personne, comment ça se traduit vraiment sur l'infrasocial, c'est-à-dire sur le physique, etc. Et ce qui est génial avec Goffman, c'est que bah, je trouve typiquement que bah, cette sociologie interactionniste, hein, donc on se concentre vraiment sur les relations humaines à leurs plus pures interactions, eh ben, elle trouvera énormément d'applications chez Tolstoï. Pourquoi? Bah parce que Tolstoï, par sa capacité de narration, il va pouvoir vous transmettre en fait des images, des espèces de scènes que vous avez tous vécues dans vos vies et qui ensuite peuvent être analysées, décortiquées et avoir une profondeur d'analyse et d'interprétation fondamentale et colossale en fait toute votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut lire La guerre et la paix de Tolstoï, et aussi parce que bah, ça trouvera des échos et ça vous permettra, peut-être parmi d'entre vous, il y a déjà des grands connaisseurs de la littérature russe, mais fondamentalement, Tolstoï et Dostoïevski, voilà, même si c'est deux auteurs qui, dans leurs récits, sont relativement, ont un prisme extrêmement différent dans la manière de narrer, Tolstoï, c'est colossal, quoi. Tolstoï, c'est colossal et je suis en fait super content d'avoir pu faire cette transition entre Hugo et Tolstoï parce que c'est deux colosses et ces deux ouvrages parlent entre eux. Donc si vous allez en aimer un, vous allez à coup sûr adorer l'autre. Et c'est pour ça
C'est pour cette richesse d'interprétation que vous devez vous balancer dans ce grand classique et en trouver toute la beauté. Voilà. Bon, mais maintenant, je vais être obligé de passer par autre chose, passer par une autre expérience littéraire, à mon sens, qui est tout aussi bouleversante en ce qu'elle va appeler cette fois-ci à vos émotions. Et je parle surtout, bah, j'ai envie de dire, même si c'est un biais, mais à plutôt vous, messieurs, c'est qu'on a tendance à oublier dans les romans la tendance fondamentale qui est l'émotion et comment celle-ci peut être euh, extrêmement riche et extrêmement dense pendant la phase de lecture et surtout pour après la maturation du récit, pour vos connaissances, pour votre savoir et pour votre plaisir surtout. Et donc, ce qui est très intéressant avec le roman qu'on va aborder maintenant, c'est que déjà, il est extrêmement lisible. Pour vous raconter une anecdote, ce livre, je l'ai pris un matin, un lundi matin. Je me souviens que la semaine était grise, que je partais au travail et que bah, je voulais quelque chose qui me donne de l'énergie, qui me donne finalement de la puissance, qui me donne de la beauté et qui puisse un petit peu égayer ma journée et ma semaine. Mais en fait, au début, je pensais que ça allait me prendre la semaine. Et en fait, quand je l'ai pris le matin dans la bibliothèque, j'avais une telle envie de découvrir ça. Et puis, je connaissais, et comme tout le monde le sait, cet auteur gigantesque qu'on va pouvoir aborder, en fait, puisque c'est un roman fondamentalement autobiographique. Eh ben, je l'ai pris, je me souviens, j'étais dans le métro, j'ai commencé à lire. Et en fait, je me souviens qu'en une demi-heure de métro, j'avais peut-être lu, je sais pas moi, 80, 100, 120 pages. Et je trouvais ça tellement fluide. Vous savez, ce moment où vous êtes tellement plongé dans un récit, tellement plongé dans un roman, dans un personnage, que les mots viennent et c'est comme si vous les anticipiez tellement vous vous sentez en phase et en quasi symétrie avec l'identité du personnage principal. Et c'est ça qui m'est arrivé, et c'est ça qui m'est arrivé pendant tout le récit. Le récit fait évidemment il faisait fondamentalement écho à ma vie, non pas à ce moment-là, mais ni dans sa grandeur, mais plutôt dans le côté jeunesse, dans le côté envie de bouffer le monde, etc. Et c'est ça qu'apporte ce roman et que je trouve vraiment magnifique et puissant et qu'on ne retrouve en fait que très rarement ailleurs. C'est une impulsion de vie qui vous est offerte euh, dans cette autobiographie qui raconte d'une manière assez romanesque la vie, à mon sens, encore une fois, d'un des plus grands auteurs et d'un des auteurs les plus accessibles, même si on a tendance à penser que c'est un adjectif un peu banal maintenant de dire bah, ok, mais si c'est un auteur accessible, donc si c'est pas ésotérique, c'est que forcément c'est pas super bien, etc. Mais non, non, à mon sens, le roman trouve toute sa beauté dans son accessibilité aussi. Et le vrai prisme qui est choisi dans ce roman, c'est la dimension de l'amour maternel. Là, je pense que certains d'entre vous ont encore une fois commencé un petit peu à déceler le roman dont je vais vous parler. On parle de l'auteur qui a reçu et qui est le seul écrivain de tous les temps à avoir reçu 2 prix Nobel de littérature, 2 prix Goncourt, que je dis, pardon. Et c'est tout simplement génial, hein. C'est cet ouvrage classique de Romain Gary qui est La promesse de l'aube. La promesse de l'aube, c'est la possibilité de voir dans la figure de la mère toute cette projection qu'il va y avoir et toutes ces émotions que vous allez rencontrer dans cette vie tellement remplie d'aventures finalement qu'on a l'impression de vivre à travers lui la beauté du monde, la beauté de la découverte et la beauté de la volonté de force et de puissance qu'on peut avoir chez quelqu'un qui a envie de bouffer le monde. Et ben c'est ce personnage et c'est beau cette puissance que ça va pouvoir vous transmettre extrêmement facilement et surtout sous la plume de Gary, hein. Faut qu'on en parle quand même de cette plume de Gary qui est, à mon sens, extrêmement universelle, qui peut parler à tout le monde. Que vous soyez jeune, tout à l'heure, je vous parlais de Kundera. Kundera, ça parle à tout le monde, mais il y a des dimensions philosophiques qui vont peut-être en déconnecter certains ou qui vont peut-être faire moins plaisir à d'autres. Gary, c'est de l'accessibilité pure dans le roman. C'est une écriture extrêmement vive, extrêmement jeune, je trouve. Et, et c'est un style aussi qui est, à mon sens, inimitable en ce sens qu'il va pouvoir créer de la promiscuité entre du tragique et de l'humoristique, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de vie et parfois bah, des réflexions sur des choses très profondes, très philosophiques, mais tout ça dans un roman qui est dans une histoire qui s'insère dans la légèreté, dans la fluidité et dans la jeunesse. Et ça m'a toujours donné cette espèce d'élan
d'élan, d'impulsion, de grande inspiration, qui, je trouve qu'on retrouve très rarement, ailleurs ou en tout cas dans d'autres romans et qui me rappellent de très beaux instants de lecture et de jeunesse et de fluidité et juste de grands sourires. C'est ça quoi, l'écriture de Gary, c'est juste beau et j'en profite par contre, bah, pour faire une transition qui elle va être, plus complexe parce que là on passe quand même aux antipodes et je vois en voyant le livre auquel, j'ai envie de m'atteler, que là je vais avoir quand même un sacré boulot pour vous raconter la profondeur du truc. Alors, en fait, dans la liste de livres de cette vidéo, je vais aborder 2 fois cet auteur et 2 fois, il va témoigner la profonde richesse de, de sa palette d'écriture d'une certaine manière et à chaque fois, c'est un choc. Sachez-le. Dès que vous allez ouvrir un de ses livres, enfin en tout cas pour les 4-5 que j'ai pu lire de lui, dès que vous allez ouvrir un de ses livres, c'est une claque et c'est une très bonne claque. Le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est un livre intense dans sa tension. En fait, peu de gens le savent, mais en fait, dans cet ouvrage, l'écrivain auquel on va s'atteler, c'est Hermann Hesse. Hermann Hesse a intégré énormément d'éléments autobiographiques, et ça, je l'ai su qu'après. Et c'est fou comment, quand vous accumulez des connaissances sur une lecture que vous avez déjà faite, vous avez bah, un peu comme peut s'intégrer un peu dans la philosophie de Nietzsche, une dimension interprétative qui est en perpétuelle évolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez Hermann Hesse, du coup, le personnage, c'est le personnage qui s'appelle Harry et qui va lutter contre. J'ai pas envie. C'est une dépression, mais c'est un petit peu, je trouve, le poids de l'existence lorsqu'elle peut être lourde. Et ça, je pense que c'est un sentiment qui est beaucoup plus partagé chez les lecteurs et chez les personnes de manière générale, hein. Mais ce qui est excessivement intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il est unique en son genre. Et je trouve, il me parlait à un moi très profond, qui parle à un moi en fait que je pense beaucoup de jeunes en fait ont pu rencontrer ou rencontrent en tout cas à un moment de leur jeunesse, c'est ce sentiment de vide de sens et de tiraillement intérieur entre l'énergie fondamentale qu'on peut avoir en grandissant, en étant adolescent et en découvrant le monde, un petit peu à la Gary, et cette rentrée dans l'âge adulte qui commence à être difficile avec bah, l'absurdité du monde qu'on peut retrouver un peu chez Camus, et puis tout simplement ce qui nous arrive en ce moment, à la fois sur le plan géopolitique, politique de manière générale, pandémique, etc., etc. Et Hermann Hesse, dans cet ouvrage, va vous donner une description d'un personnage qui rencontre ça, et c'est en ce sens que ça parle à quelque chose de très précis en vous, d'une situation très précise en vous, mais qui en parle avec une telle profondeur d'esprit et une telle capacité de narration, une telle capacité d'immersion, qu'à certains moments, on se dit, mais il est dans ma tête, il est profondément dans ma tête et il est dans les endroits où j'ai pas envie que les gens aillent. Et c'est en ce sens que cette lecture est extrêmement singulière. Euh, S, Hermann Hesse va intégrer des moments de mélange de réalité avec des moments d'imaginaire, des moments très, euh, comment dirais-je, des moments très tristes avec des moments de questionnement profond. Et la force, je trouve fondamentale, avec maintenant des années après, enfin pas des années d'ailleurs, plusieurs mois à l'avoir lu, c'est que ce livre trouve sa fondamentale beauté dans la réponse qu'il apporte à cette tension, à cette dualité inhérente à l'homme, d'une certaine manière. Eh ben, cette réponse, c'est pas une réponse rationnelle. Et c'est ça que j'ai trouvé superbe. C'est que aujourd'hui, il y a un tel besoin d'expliquer par des logiques scientifiques, par des logiques claires, des réponses à une question, on va chercher une réponse claire, on va dire ok c'est ça, ou alors c'est tel ensemble de trucs, etc. Et c'est là généralement la beauté du roman, c'est que un grand romancier va apporter une réponse faire fondamentalement euh, qui va faire fondamentalement pertinence, qui va créer énormément de pertinence, mais qui va être radicalement différente des autres. Parce que
ce que va penser et ce que va écrire Arman S, c'est que la logique qui, qui explique un petit peu la dualité de Harry, c'est quelque chose de magique. Et c'est cette scène colossale qui, de ce que je m'en souviens, il y avait une citation qui disait, en gros, quand vous allez arriver à cette scène, c'est une scène, ouais, c'est la scène assez connue du théâtre magique. Et en gros, la citation qui sous-tend ce passage-là, c'est quelque chose comme euh, si vous allez lire les pages suivantes, il faut être artiste. Et c'est génial. Parce que c'est un petit peu comme si vous vous lanciez dans un récit, c'est comme si vous vous lanciez dans une histoire, dans un roman, et que d'un seul coup, le romancier, pardon, vous dise attends, mon coco, là, en gros, ce qui va se passer, c'est que si tu veux me suivre, va falloir que tu passes à un autre cap, que tu fasses appel à un autre élément de ta personne, de ton esprit, qui ne va pas être ta raison, mais cette fois-ci, ça va être de l'ordre de l'artistique. Il va falloir que tu passes un au-delà. Et cette espèce de contrat un peu tacite entre le romancier et le lecteur, il est énorme parce qu'il crée, bah, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un espèce de dialogue qui est hyper riche et qui va vous permettre de faire des concessions en tant que lecteur et qui donc, fondamentalement, fait de cette lecture, fait de la lecture donc de l'ouvrage qui s'appelle Le Loup des Steppes. Déjà, tout est dans le titre. Hein. Loup des Steppes, c'est l'image parfaite de ce qui a pu être dépeint finalement dans cette œuvre. Et ben, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans l'ouvrage du Loup des Steppes, il y a cette discussion sur des thèmes existentiels entre vous et l'auteur, entre vous, l'auteur et le protagoniste. Et c'est le triangle des Bermudes qui va se faire et dans lequel énormément de réflexions, de nourriture intellectuelle vont éclore, à mon sens, et qui vont tout le temps à la croisée du surréalisme et du réalisme, vous faire embarquer dans encore une fois, dans des thèmes existentiels qui vous dépassent largement en tant qu'être humain, mais que vous allez pouvoir comprendre par le biais de l'histoire, par le biais du récit. Et ça, bah, c'est vraiment de l'ordre du génie de la part d'Hermann Hesse. Et je place ici, naturellement, un clin d'œil à l'autre livre dont je vais vous parler tout à l'heure, mais pour l'instant, on va passer à un autre classique, mais un autre livre d'Hermann Hesse qu'on va aborder et qui va tout simplement être un bijou, une pépite, une masterclass, tout ce que vous voulez. Bref, on enchaîne avec un ouvrage, encore une fois, que j'ai pas réussi à vous trouver, encore une fois, mais c'est un ouvrage qui, à mon sens, souffre énormément de sa renommée et un petit peu, il souffre simplement de cette espèce de liste de livres que votre prof de français a dû vous donner, ou vos profs de français ont dû vous donner de la collège, enfin du collège pardon au lycée, et qui vous simplement vous ont un petit peu dégoûté de classiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est un peu tricky quand même, c'est un peu bizarre, mais c'est que je vais prendre un de ces livres et je vais vous montrer finalement qu'il faut absolument que vous fonciez le lire, tout simplement. Euh, le livre dont je vais vous parler, c'est d'abord alors qu'il incarne, à mon sens, une dimension extrêmement classique, eh ben, c'est, à mon sens, un des premiers romans, pas modernes, j'ai envie de dire, mais extrêmement réaliste, extrêmement pur, en ce sens qu'il inclut dans son histoire, enfin, dans son histoire, quelque chose de transversal, à savoir la psychologie. Et vous allez peut-être vous dire, mais attends, il va nous parler crime et châtiment, ou je sais pas moi, des frères Karamazov, ou des trucs comme ça, des classiques de psychologie dans du roman, mais pas du tout. Quand je vais vous balancer le titre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui me parle de ce truc qu'on m'a imposé à lire pour le bac de français et que j'ai trouvé probablement détestable. En réalité, c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que déjà, le titre est génial, il est profond, mais alors d'une profondeur pire que la fosse des Mariannes. C'est le livre de Stendhal qui, à mon sens, a, a eu le plus d'écho, en tout cas dans la littérature française, à mon sens, et qui va, enfin moi, qui va raconter, et qui a raconté d'une manière très différente, hein. Je m'assimile pas du tout à son personnage, mais l'histoire de Julien Sorel, pardon,
Et ce livre va vous donner une espèce d'envie de découvrir la littérature française la plus pure, de la plus belle des manières. Pourquoi? Parce que Stendhal, son écriture, elle est encore une fois extrêmement belle, déjà extrêmement, extrêmement belle, extrêmement accessible, mais elle vous transporte, elle vous fait sentir des émotions extrêmement pures de par des narratifs, de par des personnages créés extrêmement puissants et d'une beauté que vous trouverez probablement très très rarement ailleurs. C'est encore une fois un melting pot pardon, de réflexion sur l'ambition, sur l'argent, sur l'amour, sur l'ascension sociale, etc. Et tout ça condensé dans ce bijou, le rouge et le noir, le rouge et le noir de Stendhal, qui, moi, a... Bah, vous connaissez ce genre de roman où, en fait, quand vous les découvrez, ils parlent profondément de vous et de votre vécu. Et moi, quand je suis venu de ma toute petite ville du Sud et que je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas forcément d'ascension sociale, il y avait un changement démographique que fait Julien Sorel, et il y a cette découverte qui est qui est une logique dans un récit, dans une structure de récit extrêmement connue, c'est-à-dire le passage d'un protagoniste d'un état A à un état B, et de voir comment bah, ce passage d'un état A à un état B va résonner dans le protagoniste, et ben c'est ce qu'on a chez Julien Sorel, mais c'est votre porte d'entrée, c'est votre porte d'entrée au classique littéraire dont vous avez toujours eu peur, peut-être parce que vos profs de français vous ont traumatisé avec eux. Moi, je me souviens, j'ai été traumatisé par Germinal, par exemple, ou de manière générale les Rougon-Macquart. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on pouvait attendre d'un enfant de 14-15 ans, comment est-ce qu'il pouvait comprendre euh, bah, la hiérarchie sociale, la pauvreté, la misère, avoir cette sensibilité déjà à son âge, avec une lecture, enfin avec une écriture de Zola qui est extrêmement, qui est dense, qui est aride, qui n'est pas accessible, qui n'est pas forcément très facile en termes de vocabulaire, de lexique, etc. Et je me posais toujours la question, mais et je sais que dans le cheptel de livres qu'on m'a calé, on m'a calé Le Rouge et le Noir, et il y a 4 ou 5 ans, je venais d'entrer à HEC, et je me suis dit, mais OK, je suis tombé sur ce truc-là et je me suis dit, mais essaye de réouvrir ces classiques dont on t'a dégoûté pour voir si effectivement le plaisir de la rélecture va te permettre de leur retrouver une richesse et leur richesse profonde, parce qu'effectivement, c'est des classiques. Eh ben, le premier que j'ai pris, ça a été Le Rouge et le Noir, et ça a été une des expériences de lecture les plus marquantes de ma vie, parce que c'est beau, quoi. C'est comme si vous alliez voir l'espèce de salle dédiée au classicisme au musée du Louvre, quoi. C'est, même si ça vous touche pas, même si ça vous semble très classique, que c'est des œuvres que vous connaissez, c'est d'une beauté face à laquelle on est obligé de s'agenouiller. Et c'est ça que j'ai profondément aimé chez Stendhal, et que je pense que vous adorerez, parce que c'est quelque chose de rare, et apprendre à cultiver ce goût, c'est aussi le faire perpétuer dans le temps, et foncer, quoi. Enfin, c'est un monstre français, il faut le lire. Bon, là, par contre, faut qu'on fasse un petit rewind, parce que là, on va traverser dans le temps, on va traverser dans la géographie, on va aller sur un terrain totalement différent, et qui est absolument génial pour des jeunes, absolument génial pour même des lecteurs vraiment aguerris de romans. Mais pour l'introduire, parce il est quand même extrêmement, il est choquant, ce livre. Il est vraiment, vraiment choquant. Mais je trouve que la dimension choquante qu'on décèle au fur et à mesure du récit avec le personnage, etc., elle est trop souvent tellement forte qu'elle cache la profondeur d'analyse, de profondeur du regard humain, de critique qui est sous-jacent à ce roman. Euh, on va parler d'un livre qui déjà a été censuré dès sa sortie dans plein de pays. Et la chose
qui est central, mais dont vous allez certainement jamais dont vous allez peut-être très rarement vous rendre compte en lisant ce film qui qui a eu une représentation cinématographique qui est peut-être, encore plus connue que le livre lui-même, assez tristement, je trouve. Mais c'est cette logique où le centre du roman, ça va être le consumérisme. Et quand je vous dis du consumérisme, c'est du consumérisme et du matérialisme, donc ça peut être vu comme une critique de la société moderne de manière vraiment générale. Le personnage principal est un détraqué. Mais quand je vous dis un détraqué, c'est que c'est un malade mental, un psychopathe. Mais la vraie version du psychopathe qu'on peut avoir dans les romans, et ça, c'est magique puisqu'il est décrit avec son apparat, ses traits de caractère, tous ces petits détails qui vont faire de lui un personnage qui ne pourra plus jamais partir de vous. Et donc, quand vous allez entendre son nom, vous allez avoir des espèces de frémissements à vous dire: «Oh oui, je vois exactement ce dont tu me parles». Ce qui est génial dans ce livre, et je pense que pour, encore une fois, y trouver un écho ailleurs et en faire une lecture encore plus profonde, ce que je vais vous demander, c'est de lire en parallèle un ouvrage que moi je trouve génial, mais qu'on n'entend plus beaucoup, d'ailleurs parce que l'auteur a été un petit peu mis au banc. C'est un ouvrage de Jean Baudrillard qui s'appelle Simulacre et simulation, dont je crois qu'il est là-bas, mais bref, qui est un vrai bijou et qui développe cette idée selon laquelle tout notre univers, dans nos sociétés capitalistes, etc., tous nos univers de pensée, etc., sont fondamentalement concentrés et sont fondamentalement orientés sur des objets matérialistes, des objets consuméristes, des objets de consommation. Et, et ce faisant, il y a une vraie satire, parce que c'est pas juste une critique, c'est une satire de toute cette société qui ne tourne qu'autour des objets. Déjà, peut-être certains d'entre vous ont, à mon avis, deviné de quel ouvrage je voulais parler. Et Et il faut que je vous parle, en fait, juste avant de vous balancer le titre, de cette espèce j'ai fait un schéma, en fait, à la fin quand j'ai terminé, le livre, et même quand j'ai terminé le film, ça fait exactement le même écho. Mais j'ai fait un schéma, une espèce de dessin, je pense pas que je pourrais le retrouver, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le personnage qui incarne la folie la plus pure tout au long de l'histoire, eh ben, vous allez de manière assez folle, vous, vous, vous identifiez comme étant la société, comme étant la société qui, en général, va le pointer du doigt. Vous voyez ce protagoniste qui va être fou de manière continue à travers tout le roman. Il va être fou, il va être psychopathe, il va être violent, il va être agressif, il va représenter les plus pires horreurs que la société ait pu créer. Et bizarrement, vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Petit à petit, quand j'avance dans l'histoire, je me rends compte que ce qu'il y a de plus fou dans le roman, ce n'est pas lui, c'est la société. Et il y a cette dimension très spéciale où vous êtes la société, vous le regardez, vous le critiquez, vous vous dites, mais ce gars-là, c'est la plus pire existence qui puisse y avoir, enfin la plus pire, la pire existence qui puisse y avoir. Et petit à petit, l'auteur, Bret Easton Ellis, vous retourne le pistolet contre vous, vous retourne votre propre jugement contre vous, pour vous faire dire qu'en fait, finalement, mais c'est la société qui l'entoure qui est la plus folle, qui est la plus terrifiante, qui est la plus agressive, qui est la plus prédatrice. Évidemment, je vous parle de Patrick Bateman, je vous parle de American Psycho de Bret Easton Ellis. C'est un classique, à mon sens, à intégrer tellement il va mettre une frappe, un droit de Mike Tyson dans votre bibliothèque, tellement il détonne par sa brutalité, brutalité caractéristique de l'auteur. Euh, c'est absolument génial l'ensemble des thèses qui sont abordées toujours sous un ton de malaise, de satire, de rire, d'humour noir, et une critique, à mon avis, fondamentalement féroce de cette société capitaliste, à l'image de ce que pourrait faire un Debord, à l'image de ce que pourrait faire des grands penseurs de gauche, etc.
C'est génial comme expérience de lecture et ça va couronner votre capacité à trouver de la richesse et à trouver de l'immersion dans les romans que vous allez lire. Foncez, foncez, foncez lire American Psycho. C'est une expérience de lecture colossale et qui trouvera, enfin, qui est très, 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 très souvent assez indépassable à mon sens, dans l'expérience que vous allez pouvoir en faire. Bon, et maintenant, chose promise, chose due, la masterclass. Alors pour s'y atteler, parce que là je vais quand même vous parler d'un livre qui moi m'a... C'est même difficile à dire parce que c'est pas juste bouleversé, c'est vraiment transcendé. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot, parce que c'est profondément à ça qu'Hermann Hesse, dont on a déjà parlé, s'attelle. Ce livre, en fait, il s'inspire, il s'inspire de bouddhisme, d'hindouisme, de manière plus générale de philosophie indienne. Et c'est précisément à ce moment-là de ma vie que moi je l'ai découvert, c'était en master de philosophie, euh, quand j'étais à la Sorbonne en train de faire un double diplôme. Et c'est là que bah, j'ai vu que j'avais un cours qui s'appelait philosophie indienne et je me disais, mais ok, donc là c'est vraiment un tout nouveau domaine, il va falloir que j'apprenne plein de nouveaux trucs, etc. Et j'avais cherché des recommandations de lecture qui me permettraient de comprendre la philosophie indienne, mais peut-être de manière plus accessible. Et je suis tombé sur ce roman. Et ce roman a créé en moi déjà une appétence pour la spiritualité, ce qui était franchement de base vraiment mal parti, quoi. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout dans mon ADN, quoi. Et ça l'a fait de la plus belle des manières, en fait, parce que bah, encore une fois, comme je vous avais dit, la lecture d'Hermann Hesse est toujours une lecture qui va vous bousculer. Elle va fondamentalement vous bousculer et de toute manière, elle va marquer une étape dans votre lecture et dans votre bibliothèque. Et ben, dans cet ouvrage d'Hermann Hesse, c'est la découverte d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle métaphysique à travers un personnage qui lui-même fait un voyage spirituel. Et je pense que, comme fil rouge de cette vidéo, évidemment, on remarque que bah, c'est souvent, je vous ai souvent choisi des livres qui vous font vivre à la place du protagoniste une expérience assez particulière, toujours très singulière, mais donc toujours très marquante, et toujours avec un regard de la part de chacun des auteurs qu'on a abordés, excessivement fort, excessivement pointu, aiguisé, et Et dans le cas de ce livre d'Hermann Hesse, ben, j'ai envie de dire, c'est la recherche un petit peu. À mon avis, c'est le summum de ce qu'on peut faire en tant que développement personnel, en tant que, même de manière plus générale, en termes de recherche philosophique vis-à-vis de soi-même. Eh bien, c'est la recherche de l'harmonie, de l'équilibre en soi, entre la nature et la vie, entre nos passions intérieures et ce que le monde peut nous apporter. Et c'est une quête euh, quasi phénoménologique à mon sens, parce que ça fait écho, je trouve, lors de certaines scènes, ça fait écho à de grands ouvrages de philosophie, de phénoménologie. Alors pas forcément chez Husserl ni chez Heidegger, mais ça peut être par exemple des trucs chez Maurice Merleau-Ponty. Mais c'est une écriture extrêmement simple, extrêmement symbolique, et ce qui est vraiment fondamental dans la lecture de Siddhartha, parce que c'est ça le livre, c'est ça le protagoniste qu'on va suivre, c'est Siddhartha. C'est la dimension à la fois simple et symbolique, mais c'est surtout la découverte d'une lecture méditative. Vous, quand je vous dis que vous allez faire un voyage spirituel, c'est que vous allez en faire un. C'est-à-dire que c'est profondément un voyage introspectif que vous allez faire avec des expériences, des scènes qui sont décrites, qui vont dépasser votre entendement et qui vont, à mon sens, vous ouvrir certains pans de votre pensée. Un peu comme si vous étiez à la pêche au crabe et que vous essayez de soulever certains rochers et pof, à un moment, vous découvrez un énorme crabe là qui dort et vous dites, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose ici. Et ben, c'est ce que fait avec un génie inégalé Hermann Hesse.
C'est une lecture qui, moi, encore quand j'en parle, elle me j'ai un peu honte parce que je ne suis pas allé la relire, enfin relire ce livre, parce que j'ai peur que cette relecture touche à cette première lecture que j'en ai faite. Alors que pourtant, depuis quelques mois, je passe beaucoup de temps à essayer de relire de grands ouvrages, etc. Mais là, avec Siddhartha, c'est extrêmement difficile et c'est comme si c'était une expérience de lecture tellement hors du temps que je n'ai pas envie d'y réapposer une autre sédimentation, une autre couche de lecture pour avoir de nouvelles interprétations, etc. J'espère que le temps et l'âge et la maturité vont me donner un petit peu de, vont me pousser à le faire. Je pense que oui. Mais je voulais terminer sur cette note, voilà, de beauté, de spiritualité, d'ouverture d'esprit et de quête d'harmonie et d'équilibre qui, à mon sens, aujourd'hui, trouve un écho vraiment profond et que vous devriez, à mon avis, instamment chercher en tant que lecteur. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous faire ces recommandations de livres. J'en ai encore, des tonnes et des tonnes. J'aimerais vous faire des vidéos de 5 heures tellement, tellement je pourrais vous parler de bouquins. Mais bon, Heu, voilà, je vous remercie profondément et puis, et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.